Alors bonjour à tous. Du coup, moi je vais vous présenter deux sujets qui sont en fait ils sont liés. C'est tous les deux liés à React. Donc je vais vous présenter d'un côté Webpack, qui est un outil en fait de packaging assez récent, qui marche très bien dans l'écosystème React, et plusieurs outils associés et l'architecture Flux, en fait, qui est une des architectures qui a été proposée par Facebook pour créer son application React. Ça fera une très bonne introduction au sujet de Laurent, qui va aller un cran plus loin après. Donc, on va commencer par Webpack. Donc, je présente surtout Webpack dans un contexte React. C'est aussi utilisable avec Angular 2, Webpack. Donc, tout ce que je vais dire là est probablement très vrai aussi pour Angular 2. Donc moi je m'appelle Nordin Off, mon Twitter c'est @dedaisium. Voilà, ça c'était pour des fois je tweete des trucs sur React. La présentation, ça va être simple. J'ai fait une petite application avec React et Fetch. Fetch qui est un nouveau standard en cours de finalisation qui permet de faire des appels HTTP en fait qui remplacent le XML HTTP request. Qui est assez vieux. Et du coup, cette application, c'est elle que je vais packager en fait avec Webpack et Babel. On va vraiment parler pas mal de Babel. Donc avant, juste, je sais pas si tout le monde connaît React ici, si vous avez eu l'occasion de travailler dessus. Je fais un petit rappel. Donc c'est une librairie orientée composants. C'est assez important parce que c'est pas un framework. Donc c'est uniquement la vue. Donc par rapport au MVC Angular, ça ferait que le V. On pourrait pas faire du modèle ou du contrôleur avec. Ça apporte une syntaxe JSX qui est en fait une surcouche à l'HTML visuellement, qu'on met directement dans le JavaScript. C'est hyper simple comme API. Vraiment, la courbe d'apprentissage React, elle est très très plate. Et on peut tout écrire en ES 2015+. Et en fait, c'est tout le sujet de Webpack. Du coup, donc juste un rappel, donc Fetch, ouais, ce que je disais, donc c'est un nouveau standard. Ça gère nativement les promises. Donc c'est vraiment le truc qui est le plus par rapport à l'ancienne techno. Sur le site qu'il y a là, en fait, vous pouvez aller voir la standardisation, où est-ce qu'elle en est. Ça fait office de doc aussi, quand on veut coder, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et du coup, un polyfill, parce que bien sûr, c'est pas disponible dans tous les navigateurs. Un polyfill qui est disponible à cette adresse, qui du coup va marcher pour à peu près tous les outils qui vont intégrer le polyfill. Donc Babel, là on va rentrer dans le vif du sujet. Babel, c'est un compilateur ou transpilateur, je sais pas comment on pourrait dire. C'est un outil qui permet de convertir du JavaScript ES 2015+, donc même le ES 2016, tout ça, et qui a pour devise Use Next Generation JavaScript Today. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est aujourd'hui on code dans les toutes dernières normes, voire des choses qui sont même pas encore finies d'être spéquées. Et on peut dès à présent l'utiliser en ES 5.1, donc qui est la norme utilisée dans tous les navigateurs. Qui apporte en fait un petit polyfill supplémentaire en plus de la traduction de sucre syntaxique. Je l'ai mentionné là parce que dans la configuration, on va le voir après, c'est important. Donc ça fournit des trucs comme les promises. Ce lien, je l'ai mis juste pour rappeler que c'est un lien qui permet de voir un tableau qui liste toutes les solutions de JavaScript et à quel niveau elles sont au niveau de l'implémentation de ES 2015 et ES 2016 et le futur. Babel en termes de ES 2016, c'est le plus avancé aujourd'hui. Edge est pas mal en termes de ES 2015, le nouveau navigateur de Microsoft. Donc rentrons dans le vif du sujet avec Webpack. Donc Webpack c'est ça, il faut vraiment retenir cette image là. C'est la première image sur laquelle on tombe sur le site officiel et c'est vraiment l'essence même de l'outil. C'est on a plein de technologies hétérogènes, on peut vraiment avoir plein de trucs, du SAS pour du LESS, de l'ES 2015, on pourrait pousser jusqu'à du TypeScript, du CoffeeScript, enfin vraiment plein de choses. Avec plein de modules. L'idée c'est d'avoir un découpage en modules avec plein de technologies hétérogènes et de générer du contenu statique homogène, donc directement interprétable par le navigateur. Ça, c'est ce qu'on écrit en fait quand on développe. Ça, c'est ce que le navigateur exécute. Du coup, les principes rapidement, ça utilise des loaders et des plugins. Donc on va le voir dans la conf après. Webpack, donc on va lui fournir une liste de loaders, un peu comme Gulp tout à l'heure, où on allait lui installer plein de plugins. Ça va lui dire le code pour tel type de fichier, convertis-moi de telle façon. On va pouvoir les enchaîner
et en pouvoir compiler le code dans un fichier final. Du coup, j'ai eu du mal à voir la différence entre loader et plugin. Probablement que plugin, c'est plus pour enrichir les fonctionnalités de Webpack, alors que les loaders, c'est plus pour faire apprendre à Webpack différents langages. Donc les API sont pas les mêmes. Du coup, le multiple input, one output, c'est vraiment pour dire on a un ensemble hétérogène, on va le packager en un seul fichier JS, minifié très sûrement pour la prod. Donc vraiment, on inclura un seul fichier JS dans notre application. Du coup, il gère via des variables d'environnement et sans aucune configuration le dev et la prod en fait. Ça aussi, je vais vous montrer tout à l'heure, juste avec une petite option. Au niveau des librairies, par exemple React, si on veut l'embarquer dans un projet et qu'on fait des modules React, des fois on n'a pas forcément besoin d'inclure la librairie dans les headers du HTML en fait. On peut vouloir le garder juste dans notre livrable parce que finalement ça va servir qu'à notre composant. Et du coup on peut l'embarquer directement dans le fichier qui va être produit et surtout ce ne sera pas visible du reste de l'application. Si vraiment dans la console Chrome par exemple on va essayer d'accéder à React, la super globale, et ben il y aura undefined alors que ce sera présent dans le code. Donc ça c'est vraiment puissant. Et il y a des petits trucs un peu fun, genre un serveur de dev. Donc ça fait un peu comme le serveur de Gulp tout à l'heure avec du live reload et tout ça. Sauf qu'il n'y a aucune conf en fait. C'est si ma commande Webpack fonctionne, alors ma commande Webpack Dev Server va fonctionner. Du coup, ça gère aussi des variables d'environnement. Donc le clean code on compilation, c'est si dans mon code, j'ai très trivialement un if sur une variable d'environnement. Ce qui va se passer quand on va lancer Webpack, c'est qu'il va compiler le code, donc il va le lire, il va déduire la valeur de la variable d'environnement, et typiquement sur un if-else, et ben en fait il va prendre la section du code qu'il y a dans le if ou dans le else, et il va enlever le reste du code, et le code final va contenir uniquement les instructions qui sont vraies pour l'environnement. Et du coup, ça c'est super important. Le tree shaking, c'est en fait une fonctionnalité qui est de pair avec le moduling, je sais pas si on peut dire ça. Le fait qu'on fasse des modules. C'est-à-dire que dans la version actuelle de Webpack, donc on peut utiliser le S6, les normes CommonJS ou AMD pour faire des requires et tout ça. Si par exemple en ES6 on fait un import entre accolades, normalement, c'est pour importer une seule fonction, une seule classe, mais quelque chose de défini par rapport à la dépendance. Aujourd'hui, si par exemple on utilise Lodash, on va utiliser une fonction de Lodash, Webpack il va compiler, il va prendre tout Lodash qu'on aura déclaré en dépendance. Dans la V2, ils ont prévu d'utiliser le tree shaking, qui est tout l'intérêt des imports ES6, c'est-à-dire d'aller packager juste la méthode qui nous intéresse de la dépendance, ce qui va réduire drastiquement en fait la taille du livrable à la fin. Donc ce sera pour la V2. Du coup, on va passer une démo. Il sera beaucoup mieux que des paroles. Tout c'est celui-ci. Je ne sais pas si on voit bien. Est-ce que j'ai besoin de zoomer? Non. Du coup, donc comme je suis dans le cadre de React, oups, on s'en fiche. Je voulais commencer par le package.json. Donc ça, c'est mon package.json. Donc très simplement, quand on a une application React avec Webpack, comment je fais pour zoomer? Ouais. Ah bah voilà, super. C'est beau. WebStorm, voilà. Du coup, donc en fait, ce qui est vraiment caractéristique, c'est que c'est une application React. Du coup, bah, j'ai juste React en dépendance de développement. Par contre, quand on utilise Webpack et qu'on compile, on a beaucoup de dépendances de packaging. Donc on a typiquement ces dépendances-là qui vont dire à Webpack, bah, package-moi avec Babel, utilise-moi ça, et puis des presets, donc c'est des ensembles de règles que Babel a regroupées en fait, en dépendance. Ici ça va être pour le CSS, ici ça va être pour les exports, donc on a pas mal de trucs. Ça c'était juste les petits scripts. Du coup, comment je sors de là? Ah bah, pas très pratique. Hop. Donc la conf, à proprement parler, elle est là. Donc c'est du code JavaScript qui a juste besoin d'exporter un objet de configuration, en l'occurrence config ici.
Donc vraiment, on fait un require de Webpack comme du code, comme une dépendance. Donc ici, ça va être le point d'entrée. On va lui mettre d'abord le polyfill de Babel, comme ça il va pré-charger en fait, et il va pré-transformer le code. Et puis on va lui dire, voilà, prends mon point d'entrée. Donc à partir de ce fichier-là, il va commencer à résoudre les dépendances de proche en proche. Il va regarder tous les imports qu'il y a dans le fichier, puis il va remonter de proche en proche. On lui dit en sortie, bah voilà, dans ce dossier-là, tu me mets un fichier qui va s'appeler comme ça et qui contiendra le résultat final. Les results, c'est juste pour éviter de rentrer les extensions quand on fait des imports. Et là, ça va être la configuration des loaders. Donc on met une expression régulière pour dire, voilà, tel fichier, applique-moi tel loader. Éventuellement, on exclut, donc les nodes modules en général, on les exclut. Et ici, ça va être une partie de configuration propre au loader. Donc en l'occurrence, là, c'est Babel. Donc je mets ES 2015 et React, puisque j'ai fait de l'ES 2015 avec React. Donc pareil pour le CSS, les styles. Et ici, c'est un plugin pour prendre en compte Fetch. Donc la fameuse norme de tout à l'heure. Donc je vais rapidement passer, pas me remettre en mode présentation, mais voilà, typiquement le main.js c'est très petit. Je dis voilà, React, rends-moi mon composant container. Et avec ces trois imports là, et donc Webpack en fait il va lire ça, et voilà, il va résoudre ces dépendances là. Ensuite c'est pareil, si je vais dans le container, hop, il va voir qu'il y a des imports, il va les résoudre, et ensuite il va traduire le code, etc. etc. Au passage, voilà, on voit qu'il y a un appel directement. Et donc il y a l'exécution. On peut avoir un... Donc là, je vais lancer Webpack en mode surveillance, le watch, comme Gulp tout à l'heure. Donc il va vérifier n'importe quelle modif que je ferai. Donc là, il compile. C'est un peu long à la compile des fois. Je pense que plus le projet est grand, plus c'est long. J'espère que la V2 va vraiment être plus rapide avec le tree shaking. Donc l'idée, hop, et si je fais... Alors, il manque. Donc en revanche, ça ne fait que compiler, ça ne fait pas de serveur par défaut. Ici par exemple, voilà, j'ai fait simplement quelque chose de très simple. J'ai fait un composant qui, à l'init, va faire un appel à un web service pour récupérer la chaîne où il doit dire le hello. Donc là, c'est hello world from WS pour dire que l'appel au web service a bien réussi. Donc voilà, ce qui peut être intéressant, c'est de voir le code généré. Donc le code, là on voit bien, je sais pas si vous voyez, mais voilà, en gros, il faut retenir que là, il y a des imports, il y a des classes, tout ça c'est de l'ES6, c'est du React. C'est pas interprété par le navigateur. Le code généré, il est là. Du coup, là, ça c'est directement interprété par le navigateur, il est non minifié, et on voit qu'il y a des instructions en plus qui sont rajoutées. Et ça fait un fichier un peu long. Je sais pas si on voit le numéro de ligne là. Voilà, ça c'est non minifié, hein, faut bien retenir. Et du coup, c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas eu de tree shaking. Du coup, un truc qui est pas mal, c'est donc je disais tout à l'heure qu'il gère les variables d'environnement. En fait, il y a un truc très sympa. Si je vais dans, voilà, si je vais modifier ma ligne de commande qui lance l'instruction, en fait, elle est là. Peut-être remettre en mode présentation. Donc j'ai bindé avec npm pour que le pass soit bindé automatiquement, mais donc l'instruction c'est Webpack. Donc on peut mettre une barre de progression et de la couleur si on a envie pour que ce soit un peu plus user-friendly. Et si je mets du "-p", ça va lui dire attention, t'es en production. Hop. Donc si je relance mon instruction de compilation, on va rouvrir le bundle.js qui est le fichier compilé. Quand il aura compilé. Voilà, et donc là c'est minifié. Un truc qui est bien aussi, c'est que par exemple React, dans la dépendance node module, il y a une version de dev et une version de prod. La version de dev, elle va contenir du code en plus pour les warnings, pour s'il y a des choses qu'on fait pas bien, des choses qu'on fait bien, voilà. Ici, comme j'ai dit que c'était de la production, la version qui sera prise, ce sera la version minifiée, directement mise à disposition par React dans les dépendances NPM. Ce qui fait que normalement, déjà en termes de ligne, il n'y a plus rien, et puis en termes de taille, je sais pas si on peut... Hop, si rapidement on voit... Voilà, là, je suis à 280 KO. Avant, j'ai pas montré, mais je devais être à pas loin de 1 MO en fait. Donc voilà. Je sais pas si vous avez des questions pour cette partie-là. Ouais.
franchement, j'ai utilisé ça chez un client où il y avait vraiment du coup des milliers de lignes de code. Le code que toi tu vas apporter, il est en général pas très significatif par rapport au code des dépendances en fait. Et tant que Webpack fera pas de tree shaking, franchement, j'ai même pas vu de différence de packaging. S'il y avait 100 KO de différence, c'était le bout du monde quoi. Bah, parce que le tree shaking est pas implémenté et c'est vraiment quand on fait des imports, vraiment, bah, une des bonnes pratiques qui revient beaucoup. Je sais pas si là je l'ai fait, j'ai déclaré que des imports par défaut, mais en gros, on voit très souvent import étoile as quelque chose from une dépendance. En fait, ça faut éviter au maximum parce qu'on pourra pas faire de tree shaking sur une syntaxe pareille. Bah, en Java, c'était ouais. C'est ça. Après, c'est des technologies très jeunes, hein. React, ils sont passés de la version 0.14.7 à la version 0.15, qui aurait dû être 0.15, mais en fait, ils ont dit non, c'est stable, donc nous, on met 15 direct. C'était il y a 3 mois, 2 mois, je crois que c'était en février. Donc ça reste assez jeune. Ceci dit, il faut retenir l'idée, et Webpack, je crois que c'est vraiment utilisé avec Angular 2, pour le coup. Après, là, on voit la taille du truc. Quelque chose qui peut être pas mal, ce serait de ne pas embarquer React dans les dépendances. Et en fait, je sais pas si je vais pouvoir le faire là, je vais peut-être pas avoir le temps, mais si on sortait React, en fait, ça serait, t'aurais plus que le code métier et il y aurait plus rien là. Alors c'est fait quand j'ai fait -p là, c'est ce qui s'est passé. Mais en fait, si par exemple dans ton packaging, les DevOps, enfin le pipeline de déploiement, il dit bah non, moi je vais récupérer directement sur le repo officiel des releases mes libs et je veux séparer mes libs de mon code. Tu peux dire à Webpack ne package que mon truc et part du principe que React il est dispo et voilà. Je sais pas si là on peut le voir, mais si je cherche. Ah, si je cherche React, en fait, ça n'existe pas. Normalement, le React, c'est une super globale qui est accessible de partout. Et en fait, là, ça existe que dans le livrable packagé finalement. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je peux passer à flux. Si vous avez encore des questions. Ouais, vas-y. Alors le Webpack Dev Server dont j'ai parlé tout à l'heure, bon, on peut faire une petite démonstration. Je le trouve à mon avis pas très fiable. Honnêtement, on peut essayer de le lancer. Donc c'est du hop hop. Je sais pas si on voit très rapidement, mais voilà, il suffit de remplacer la commande Webpack Dev Server Hotline Color. On lui précise Lost, on lui précise le contenu qu'on veut servir, et ça fait encore c'est un Apache qui est bindé par une WebSocket en fait. Et si je le démarre. Donc je les démarre sur le port 80, celui-là, 80-80. Hop. Et en fait, là, il y a une erreur qui s'est produite. Parce que tout à l'heure, quand j'ai lancé le serveur, moi j'avais codé un web service en Node.js et mon serveur, il faisait à la fois le web service et à la fois il servait le contenu statique. Là, le dev server, il va servir mon contenu qui est compilé par Webpack, mais j'ai pas mon web service dedans. Du coup, ça génère une erreur. Et j'ai remarqué que ça déjà, ça cassait le hot reloading. Donc, à essayer, et en fonction du contexte, voir si c'est vraiment utile. Surtout que maintenant, avec Redux, on pourra en parler après, mais avec Redux, il y a le time travel debugging qui a été inventé par Dan Abramov, qui est vraiment mieux que le live reload qu'on connaît jusqu'à maintenant. Pas d'autres questions?